Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous. Dans notre monde en constante évolution, les entreprises sont confrontées à une multitude de défis complexes, dont celui de l'évolution des métiers, surtout avec l'émergence de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Ces évolutions redéfinissent les métiers et exigent une adaptation rapide des compétences des collaborateurs. Comment répondre à ces enjeux, naviguer dans ce paysage en profonde mutation et répondre aux besoins de leurs équipes ? Comment fournir une expérience de formation engageante qui résonne avec les apprenants et les motive à atteindre leur plein potentiel ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Véry de RiseUp. Ensemble, nous allons voir quels sont les éléments clés pour fournir une expérience de formation engageante. Bonne écoute! Bonjour Thibaut et bienvenue! Bonjour Anne-Marie, merci pour l'invitation. Eh bien, moi, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast. Et puis, surtout, je voudrais te souhaiter un joyeux anniversaire parce que tu m'as glissé à l'oreille que cela faisait 3 ans que tu étais chez RiseUp. C'est exactement ça. Merci beaucoup Anne-Marie. Oui, c'est ça. 3 ans d'une belle aventure chez RiseUp, c'est ça. Eh bien, joyeux anniversaire. Et j'ai donc hâte que tu nous partages tes conseils et bonnes pratiques pour proposer des expériences de formation engageantes dans cet épisode. Je suis sûre que ça va être passionnant. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Avec grand plaisir Anne-Marie. Donc je me présente donc Thibaut, donc je suis ingénieur d'affaires, à compte exécutif, voilà, pas mal de termes aujourd'hui français-anglais pour présenter ce qui est un commercial B2B dans le secteur du numérique. Donc je travaille depuis plus de 9 ans dans le secteur du logiciel et du conseil et depuis 4 ans dans le monde du LMS et du learning qui me passionne. Je pense tous ceux qui ont mis un pied dedans se rendent compte que c'est un univers très très riche de plein d'acteurs, de plein de choses nouvelles qui apparaissent sur ce marché, de technologies qui sont très inspirantes. Et donc voilà, mon quotidien, moi, c'est d'accompagner en fait des clients, organismes de formation, entreprises ou même écoles, pourquoi pas, à développer leur stratégie de formation en digital et en blended learning, donc qui est notre expertise. Très bien, merci. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui et comment elles essayent de répondre à ces enjeux ? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que post-Covid déjà, on a senti une accélération à marche forcée de la digitalisation en fait des entreprises. Et bien évidemment dans le learning aussi, parce que les gens ne pouvaient pas avoir de contact. Donc je pense que oui, il y a eu des changements organisationnels et technologiques intenses, assez stressants. Je pense pour les entreprises qui l'avaient pas anticipé, ça a mis un coup d'accélérateur de 5 ans ou 10 ans, je sais plus quand je l'avais entendu l'autre fois. Donc ça déjà la digitalisation, je dirais, et les impacts que ça a sur les métiers des gens, le maintien de la compétitivité, on le sent bien même sur le secteur du digital, la concurrence n'a jamais été aussi féroce, et donc c'est vrai qu'il faut savoir faire preuve de différenciation, d'innovation oui c'est ça, d'innovation technologique. Et puis voilà, il y a aussi la cybersécurité. On voit quand même que pas mal de clients qui sont attaqués, qui sont quand même très sensibles maintenant au sujet de sécurité de données et de confidentialité avec le RGPD. Et puis un dernier élément aussi que je dirais quand même, c'est cette capacité à avoir une marque employeur forte et puis à savoir fidéliser ses collaborateurs, ses talents, qui devient quand même très très difficile. Et je fais le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque le marché est de plus en plus concurrentiel et tout le monde se mène une guerre un peu pour avoir les meilleurs profils dans leurs entreprises, quoi. Exactement. Et donc, pour répondre à ces enjeux, la formation peut être une réponse. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une stratégie de formation ? Oui, la formation, c'est un pilier, comme on dit. Ça fait pas tout. Une bonne rémunération, des avantages salariaux, il y a plein de choses qui font qu'on rejoint une entreprise et qu'on y reste. Mais c'est vrai que la formation, oui, est un des piliers du bien-être. C'est, je pense, aujourd'hui assez publicité par les collaborateurs.
on le voit, nous, dans notre portefeuille de clients, on a plus de 600 quand même aujourd'hui, donc c'est assez... je pense qu'on a un échantillon assez révélateur, pardon. Les entreprises qui forment et qui forment le mieux sont les entreprises qui ont la croissance la plus saine. Et je fais le lien avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, Anne-Marie, qui vont retenir le mieux leurs collaborateurs, qui vont le mieux les onboarder, qui vont les mieux aussi leur proposer des mobilités internes et du reskilling de leurs compétences. Et donc, oui, c'est ça, leur permettre de développer leurs compétences et surtout qu'ils puissent s'épanouir dans la durée. Et les gens sont demandeurs, les gens n'ont pas envie de quitter leur entreprise, je pense aujourd'hui tous les ans, ils ont envie de faire des carrières et oui, c'est important de pouvoir les former dans de bonnes conditions. Surtout que les compétences deviennent vite obsolètes, puisque lorsqu'on a préparé l'épisode, tu m'as donné un exemple que tu peux peut-être donner là aux auditeurs sur les diplômes d'ingénieurs. Oui, bien sûr, oui, aujourd'hui, compétences techniques. Aujourd'hui, si on doit parler un peu des compétences techniques, on avait dans les années 80, un ingénieur qui était diplômé, qui avait une durée de vie de son diplôme aux alentours de 30 ans. Donc, en gros, il pouvait faire toute sa carrière sans avoir une remise en question permanente de ses compétences et de son niveau dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, quand même, si on est réaliste, au bout de 3-4 ans, on peut être vite dépassé avec l'IA, avec toute cette nouvelle technologie qui chamboule notre quotidien. Et donc, c'est un rythme effréné, il faut le dire. Oui, et là, la problématique, ça va être justement d'engager les collaborateurs dans une formation. Et pour cela, quels sont d'après toi les éléments clés pour fournir une expérience de formation engageante ? Une expérience de formation engageante, c'est plusieurs éléments et c'est notre vision aujourd'hui chez RiseUp. Il y a une responsabilité commune avec nos clients, c'est un contrat moral. On essaie de leur apporter la plateforme la plus aboutie possible pour que le contenant soit accueillant, chaleureux, ergonomique, facile d'utilisation, et puis le contenu aussi qu'on y dépose, qui doit être lui bien pertinent en lien avec les besoins en compétences des collaborateurs, pertinent avec la stratégie que souhaite mener l'entreprise, et puis voilà, qui répondent à l'instant T, je dirais, à leurs problématiques de développement de compétences. Donc voilà, c'est un mix des deux. Et aujourd'hui, quand on parle beaucoup de LXP, de Learning Experience Platform, c'est vraiment le X de expérience qui est là pour matérialiser le fait qu'il faut que les apprenants vivent une expérience d'apprentissage qui soit variée, qui soit fun, qui soit dynamique, qui soit toujours pour eux, je dirais, en tout cas étonnante et surprenante positivement. Et donc là, c'est vrai qu'il y a de la part des responsables de formation une vraie stratégie, une vraie créativité à avoir aussi, qui a un rythme aussi soutenu. Et donc nous, on les aide, je dirais, alors permettre de créer des contenus sur mesure, mais aussi d'avoir des contenus prêts à l'emploi si besoin, pour avoir un catalogue de formation toujours plus riche, toujours plus fourni et impactant. Eh bien justement, si on parle de ce fameux catalogue de formation, donc en quoi la gestion de ce catalogue de formation peut devenir un défi à mesure que celui-ci se développe, puisque pour que les collaborateurs y trouvent leur compte, il faut quand même proposer un catalogue de formation fourni. Donc comment le gérer ? Non, mais c'est ça qui est intéressant, la crainte de tout, je dirais, responsable ou chef de projet qui veut lancer un projet LMS au démarrage, c'est la peur de la page blanche. Très souvent, il le verbalise. Comment je vais démarrer, qu'est-ce que je vais y mettre, et puis après c'est l'inverse. Après j'ai trop de contenu. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je garde en visibilité, en lisibilité aussi pour mes apprenants? Et donc là, j'aime bien utiliser le terme. On rentre dans une logique à la Netflix de la formation assez vite. Je pense aujourd'hui que voilà, on vient sur des catalogues pour les consommer, et donc il faut qu'on trouve rapidement ce qu'on a envie de consommer. Et donc là, c'est vrai que il y a pas mal d'éléments technologiques, comme c'est vrai chez nous par exemple des filtres qui vont pouvoir, ou des tags ou des choses comme ça qui vont pouvoir aider l'apprenant à rechercher ce qu'il veut vraiment. C'est une chose de montrer l'ensemble de la vitrine pour donner envie, je dirais, comme le fait Netflix, quoi. Il nous montre un catalogue tellement large, mais il nous faudrait une vie pour tout regarder. Mais il y a surtout ce que moi je veux rechercher en tant que Thibaut ou en tant qu'Anne-Marie, parce que j'aime tel ou tel format. Et là, c'est un peu pareil pour la formation. C'est en effet par compétence, par mots-clés, par nature de formation. Parce que je suis
plutôt moi sur une approche présentielle? Est-ce que je préfère du présentiel ou du e-learning aujourd'hui? Et ben voilà, tous ces filtres vont permettre, ou même des catégories, en fait, des univers, des thématiques de compétences qui peuvent aider l'apprenant à filtrer et à rechercher ce qu'il veut consommer à l'instant T. Bah justement, moi j'aime bien faire le parallèle avec un site e-commerce pour un catalogue de formation, puisque sur un site e-commerce on retrouve plein de produits, sur le catalogue de formation on va trouver des formations. Donc comment est-ce qu'on peut être efficace dans la gestion justement de ce catalogue? À quel moment on peut se dire bah tiens je vais plutôt étoffer cette catégorie ou plutôt qu'une autre? Tiens je vais remonter cette formation sur la page d'accueil. Est-ce que tu as des bonnes pratiques par rapport à ça? Moi aujourd'hui, je pense que ça nécessite d'avoir de l'hygiène. Donc je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'en effet, on le voit, et je parle souvent avec des responsables de formation. Quand on se le disait tout à l'heure, un catalogue qui peut être trop fourni, et ben donc c'est de se poser la question qu'est-ce que j'ai envie de diffuser. Il y a des entreprises qui peuvent avoir des saisonnalités aussi dans leurs enjeux de formation aussi par saison. Et bien voilà, c'est réfléchir en fait, je pense avoir des fois aussi une ligne éditoriale aussi de diffusion de contenu pour donner du rythme aussi donc à la connexion des gens sur la plateforme. Mais en tout cas, je pense qu'il faut impliquer les apprenants donc un maximum, les apprenants, les collaborateurs. C'est pour moi la même chose, de les impliquer dans cette réflexion. Qu'est-ce qu'ils ont envie vraiment, enfin là où ils ont trouvé le plus de valeur, on le voit en général, c'est sur des thématiques qui reviennent de manière récurrente, on peut se les citer, la bureautique très souvent, la gestion de la communication et du stress, le RGPD, voilà, il y a pas mal de choses en tout cas qui sont très très communes à chaque client, et donc je pense qu'il y a un trop commun à garder. Il y a aussi, je pense, à garder ce que la direction générale aussi attend, en tout cas de ses collaborateurs, dans les compétences clés. Donc ça, c'est aussi, je pense, un référentiel de compétences qui doit être bien fait, qui doit être mis à jour, je pense, régulièrement. Je suis pas totalement convaincu des fois qu'une fois par an soit peut-être suffisant, mais bon, ça après c'est à la libre appréciation de chacun. Et puis il y a le caractère innovant après du catalogue qu'on propose pour aller plus loin, de surprendre un petit peu aussi les collaborateurs. Je sais pas si c'est sur l'IA demain, mais il y a des gens en fait qui vous disent qu'ils ont envie d'être formés sur des choses, mais ils ont aussi des rêves aussi, si je puis dire, envie de développer des compétences sur des sujets peut-être qui vont bien au-delà de ce que propose votre entreprise, et il faut peut-être les surprendre aussi en leur offrant cette possibilité-là. Et justement, quand tu parles de surprendre, est-ce que pour toi, offrir l'accès justement à ce catalogue via différents canaux, donc par exemple via un smartphone, via un ordinateur, via Teams, c'est-à-dire d'avoir une approche multicanale, est-ce que pour toi c'est essentiel? C'est clé. C'est aujourd'hui Rise Up entre dans la deuxième phase, je dirais, majeure stratégique de sa vie. La première était de créer une plateforme de formation engageante en blended learning pour tous les acteurs de la formation, de rendre ça facile d'utilisation, intuitif dans la conception, dans l'administration et dans la navigation. Maintenant, c'est de se dire comment je casse les barrières à l'entrée, puisque le constat il est clair. Je pense que d'autres confrères dans le monde du learning seront d'accord. On reste quand même sur un petit peu le cliché de l'apprenant qui va une fois par an ou une fois par trimestre sur sa formation RGPD ou sur sa formation pour avoir son habilitation sécurité, mais n'y va pas naturellement, je dirais, pour s'auto-former sur des sujets qui sont évident, en tout cas si on veut être toujours compétitif dans les 10 ou 20 prochaines années, mais qui sont pas forcément une priorité pour des gens qui travaillent au quotidien, du lundi au vendredi de 9h à 18h, qui n'ont pas le temps de prendre de la hauteur. Et donc nous, voilà, notre vision, c'est de rendre la formation accessible de n'importe quel canal, et que les gens, voilà, les responsables de formation puissent diffuser le bon contenu sur le bon canal au bon moment et au bon apprenant. Et donc oui, on pense qu'une stratégie de formation gagnante, c'est une stratégie de formation multicanal. Tu l'as très bien dit, Anne-Marie, en effet, par Teams, parce que ce sont les outils qui sont imposés naturellement dans notre vie aujourd'hui, comme une boîte mail. Maintenant c'est le Teams, on s'y connecte tout le temps, mais c'est aussi
par une application mobile pour des jeunes aussi qui ont une autre manière de consommer la formation, un peu, je dirais, dans le métro, dans le train, sur une pause, mais aussi, pourquoi pas, dans d'autres outils comme Slack, dans Salesforce, où c'est donc vraiment notre vision là dans les prochains trimestres. Et donc voilà, de toucher les individus sur le bon canal, sur celui qui leur semble le plus naturel. Et donc la formation vient à l'apprenant. Et c'est pas l'apprenant qui vient à la formation. C'est peut-être ça qui change aussi quelque part. Et est-ce que tu as éventuellement des bonnes pratiques à partager pour illustrer ce que tu viens de dire, peut-être avec des clients, des cas clients? Oui, il y a pas mal de clients aujourd'hui qui ont cette approche là. Bon, ça reste encore, je dirais, un petit peu timide parce qu'il faut aussi que les outils qu'on cite, bien évidemment, soient bien adoptés. Sinon, c'est compliqué. Mais voilà, nous aujourd'hui, je dirais que l'application mobile commence à monter en puissance légèrement. Ça reste aujourd'hui minoritaire, mais quand même, c'est un peu comme le e-commerce pour les retailers. Ça augmente un peu plus chaque année. Et en effet, sur Teams, ça reste encore marginal, mais ça monte en puissance. Par exemple, pour les managers qui, eux, vont pouvoir gérer leur groupe d'apprenants aussi, qui se connectent sur Teams assez souvent, d'avoir donc cette accessibilité directe là. Mais voilà, j'ai par exemple mon client Atelier des chefs qui a une stratégie sur le web, mais aussi sur le mobile pour former du coup sur des formations voilà, aujourd'hui sur des métiers en tension, hein, c'est la menuisier, c'est électricien, c'est plombier, c'est pas mal de choses comme ça. Et donc en effet, on voit bien que et il le constate, la multiplication des modalités pédagogiques, mais aussi des canaux, va accélérer la complétion des formations de manière des fois assez significative. Ah ouais, c'est super intéressant ça. Et vous arrivez à délivrer la formation en fonction de votre persona? Donc si par exemple moi j'ai envie de suivre ma formation sur un ordinateur, vous allez arriver à le détecter et à me la pousser sur mon PC? Je dirais que quand c'est diffusé sur tous les canaux. On donne le choix aux gens. C'est vraiment, ils peuvent aller sur et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que dans notre vision, je peux commencer sur le web, je scanne le QR code sur ma plateforme web, QR code de mon compte qui est unique, je le scanne et je bascule sur mon application mobile pour continuer ou finir ma formation sur mobile. Donc c'est-à-dire que cross-canal ou même omnichannel pour reprendre le e-commerce, c'est-à-dire que c'est un parcours ininterrompu en fait au final de formation, mais qui se fait sur plein de canaux différents. Mais au moins les gens ont le choix. Et puis après, en effet, oui, dans nos statistiques, on détecte si une personne a consommé sa formation sur le web, sur le mobile, sur les deux, et on voit la proportion aussi. Mais c'est des choses sur lesquelles on doit s'améliorer encore. Mais oui, c'est assez prometteur en tout cas. Ouais. Et justement, tu parles de statistiques. Donc, est-ce que tu peux nous dire quels sont les indicateurs clés de performance justement qui vont permettre de mesurer l'efficacité des contenus qui sont proposés? Parce que ça, c'est très important. Oui, c'est important et c'est pas quelque chose, je pense aujourd'hui où un acteur peut dire qu'il a trouvé l'indicateur magique qui fait dire que la formation a eu un impact sur le quotidien des collaborateurs et de le mesurer en fait très concrètement. Ma vision, hein, et je suis là aussi pour en tout cas interagir avec toi Anne-Marie, puis je serais ravi d'avoir les retours des responsables formation sur ce sujet. Il y a bien évidemment d'un point de vue très pratico-pratique, est-ce que la formation a été suivie, est-ce que les gens sont allés au bout avec le taux de complétion. Pour les formations obligatoires, on sait très bien que c'est pas un sujet puisqu'ils devront obligatoirement la terminer. Mais je parlais tout à l'heure des formations un peu en libre accès, qu'on disait sur les soft skills, sur des sujets innovants. Est-ce qu'ils vont au bout? Est-ce que le suivi des inscriptions aussi, est-ce que les inscriptions augmentent aussi mensuellement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'il se passe pas un petit buzz, quoi, un phénomène aussi où les gens en parlent entre eux? Et puis, bien évidemment, aussi, il y a concrètement la valeur économique que ça a apporté, le retour sur investissement. Chez RiseUp, on a un nom aujourd'hui sur un indicateur, c'est le time to skill, le temps, je dirais, entre la détection d'un besoin de monter en compétence et puis
avec la formation qu'on a proposée, vraiment le développement d'une compétence qui est acquise, qui est maîtrisée sur le terrain, combien de temps se passe entre la détection et puis la mise en application. Et bien ça aujourd'hui, c'est des sujets sur lesquels on travaille, en tout cas, mais où là vraiment avec l'acquisition qu'on vient faire de Domotio sur l'adaptive learning, on va mélanger le meilleur des deux mondes et on pense là avoir en tout cas un vrai début de réponse sur ça et qu'on pourra l'analyser. Et donc on a bien compris, plus ce temps est réduit, plus l'entreprise développe des compétences clés et donc devient, je dirais, compétitive et génère de l'argent aussi, d'une certaine manière, économique. Très bien. Et maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu des actions que vous mettez en place pour justement amener les collaborateurs jusqu'à la formation. Donc, la communication, qui est un de mes sujets chouchou pour moi. Donc, quel est le rôle justement de la communication dans le succès des parcours de formation? Et est-ce que toi, tu as identifié des difficultés potentielles justement rencontrées par les équipes formation dans la mise en place justement des plans de communication? Alors, on le redit, c'est-à-dire à chaque fois qu'on démarre un projet avec nos clients, on le dit, ne pensez pas que en installant, ça y est, c'est fini, c'est magique, il y a plus qu'à. Il y a et en effet le travail des ingénieurs pédagogiques qui est fondamental dans la création des contenus, mais il y a aussi comment on le communique. Et donc on le voit bien, ça se fait globalement en un temps fort le premier au lancement, très clairement. Faut pas louper le coche. Pourquoi est-ce que on lance un dispositif de formation digitale? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que vous allez y trouver? Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre quotidien? Ça me semble le minimum pour bien marketer le projet. Voilà, à l'époque, on le faisait avec des petites modalités sympas, un petit motion design, une vidéo, une infographie, voilà, des petites choses simples. Et donc, voilà, on va frapper fort dans l'esprit des gens pour qu'ils comprennent que ça va changer dans le quotidien. Et puis, on se leur disait tout à l'heure, Anne-Marie, c'est de la conduite du changement aussi. Exactement. C'est partie des défis des entreprises. Et puis, il y a après la phase d'installation, tout au long de la vie en fait de la plateforme, il faut communiquer. Il ne faut pas s'arrêter. C'est pas vrai. C'est, je pense, là aussi avoir une régularité, une récurrence. Est-ce que c'est tous les mois, tous les trimestres? Ça dépend aussi de votre capacité à produire du contenu rapidement. Là, je pense en effet qu'il faut communiquer, voilà. Et donc en effet, oui, j'avais mon client, donc le groupe DMM, donc qui est une agence de création de contenu dans le learning, et qui me disait qu'ils utilisaient Brevo, par exemple, sur le côté un peu marketing de la formation, mettant en place une automatisation de séquences, en fait, ni plus ni moins, comme le font des commerciaux aussi, mais aussi de newsletters, parce que les mails un peu automatiques des plateformes sont trop standards, aujourd'hui, ils sont trop comment dire, ils sont trop basiques, je dirais. Ils marquent juste des jalons. Vous avez été inscrit, bien bravo, vous avez réussi votre formation, mais il faut que ça aille plus loin, Il faut vraiment événementialiser, même un peu aussi ça, Je suis très heureuse de te l'entendre dire, parce que c'est ce que je dis très souvent, sans action, il ne se passera pas grand-chose, Il faut absolument aller rechercher les apprenants pour les faire revenir sur les plateformes LMS. Et comme tu le dis, il faut essayer de créer l'événement et de pimper ces newsletters pour donner envie aux apprenants de venir. Oui, je pense qu'il faut être transparent avec tous ceux qui ont envie de se lancer, en tout cas dans cet univers qui est passionnant, qui a beaucoup de promesses. C'est que voilà, il y a une attrition avec le temps, c'est normal, ça retombe. Les gens aussi sont repris dans leur quotidien. C'est que 25 minutes par semaine pour se former, donc c'est très peu. Et donc c'est vrai que oui, si on ne recommunique pas, si on ne recrée pas des formations innovantes, si on ne crée pas même des moments d'échange présentiel, du tutorat, du mentorat, ouais, forcément ça retombe, bien sûr. Oui. Et maintenant, avant de passer à notre question de conclusion, je voudrais juste revenir sur une idée reçue peut-être. Donc, on pense très souvent que le service formation est un centre de coûts. Mais comment est-ce que, d'après toi, il peut devenir une source de revenus pour les entreprises, avec tout ce que tu viens de nous dire? Alors voilà, déjà, moi je suis pas du tout d'accord avec cette vision. C'est une vision que je pense qui reste ancrée en France, mais qui tend quand même à changer. Moi, je pense aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai rejoint Rise Up il y a 3 ans, que la formation c'est clé.
c'est stratégique. Oui, bien évidemment, c'est dur de mesurer ça tout de suite sur du financier. Quoique, par exemple, sur une population commerciale, on peut voir l'impact en fait assez vite si le commercial vend mieux, plus vite et augmente son panier moyen. Mais vraiment, non, je pense qu'aujourd'hui, c'est un centre de revenus et de valeur de manière plus globale, parce que ça développe les compétences et tout ce qu'on se dit, ça permet aux gens du coup d'être plus efficaces, plus opérationnels rapidement dans leur travail et donc de produire plus de valeur ajoutée, très clairement. Mais surtout, oui, aujourd'hui, on pense, si on va sur le financier, que il faut aussi que les responsables puissent, pourquoi pas vendre, en tout cas générer aussi une marge et du revenu en vendant leur formation. Donc dans une logique e-commerce, clairement, on va se le dire, de la formation aujourd'hui, où on a des solutions intégrées dans RiseUp avec un module Stripe en fait de paiement intégré, mais où on peut aller plus loin en proposant des vraies expériences de e-commerce personnalisées sur mesure avec des partenaires comme Youno, dont c'est le métier. Et là, on va créer en fait un site e-commerce vitrine. Et là, en fait, voilà, c'est parti, quoi. J'ai des clients qui peuvent générer plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers, bien évidemment, quand ça marche, quoi. Ouais, bien sûr. Ah ouais, j'espère que ça va donner des idées à nos auditeurs. Eh bien, merci Thibaut. Donc on va arriver à la fin de notre épisode. Et puis je vais avoir une dernière question pour conclure. Donc en synthèse, donc quels sont pour toi les 3 piliers clés qui vont permettre de justement proposer une expérience de formation engageante? Les 3 piliers, alors comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le contenu, le contenant. Enfin, je pense si on revient à des choses, on va dire pratico-pratiques. Faites des contenus courts, variés, dynamiques. Ne cherchez jamais, je dirais, à surprendre vos apprenants, à les étonner avec des nouvelles modalités. Là, franchement, ce qui se passe dans le digital learning, c'est énorme en termes d'innovation. On n'arrête pas de repousser les limites de ce qu'on peut créer produit. Donc, tentez des choses. Tentez, n'ayez pas peur, essayez. Je pense que c'est le plus important. Le contenant aussi, c'est de faire un peu une maison, une plateforme chaleureuse, qui soit personnalisé à vos couleurs, qui ait des ingrédients aussi, de pourquoi pas de gamification, de catalogue personnalisé pour chaque apprenant, de défis, de choses comme ça, où vraiment l'apprenant sent qu'il est unique. Je pense que c'est peut-être ça, quoi, au final, le plus important. Et le 3e pilier, je dirais, faites ça avec passion, avec envie, comme on se disait tout à l'heure. Soyez de bons communicants. N'ayez pas, je dirais, de limites là-dessus, communiquer, expliquer, et puis je pense que quand on a un bon contenu, un bon contenant, et puis qu'on sent des gens derrière qui sont motivés, qui ont envie de faire vivre ça avec des moments présentiels ou des classes virtuelles, on a des apprenants qui sont volontaires, qui sont retenus, et puis on arrive à atteindre le Saint Graal, c'est créer une culture d'apprentissage, je pense in fine, où on responsabilise un peu tout le monde et où les gens deviennent acteurs de leur propre de leur formation, quoi. Ouais, c'est le but final. c'est le but ultime. Voilà. On le sait tous, mais on travaille avec nos 600 clients pour y arriver, et je pense qu'on n'est plus très loin. Eh bien, merci beaucoup Thibaut pour cet échange. Merci de nous avoir consacré du temps. Donc, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, j'indiquerai ton contact LinkedIn si nos auditeurs souhaitent te contacter et échanger avec toi. Et j'indiquerai également le site de RiseUp. Merci encore beaucoup Thibaut. Merci Anne-Marie, avec plaisir, et félicitations encore pour la sortie de ton livre. Ah, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy, et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.